Je suis aujourd'hui en fait à la permanence de Monsieur Aubert à Carpentras et qui a accepté de nous accueillir dans ses locaux. Je suis vraiment très heureux de le rencontrer. Juste pour dire que Monsieur Aubert a accepté de débattre sur notre page, c'est-à-dire qu'il s'est jeté à l'eau. Et c'est rare de voir nos élus comme ça débattre avec les citoyens sur des sujets si sensibles que l'islam en France. Alors aujourd'hui on est ensemble pour discuter à propos de ce livret qui a fait beaucoup de bruit. Je pense comme d'habitude, à chaque fois qu'on traite l'islam en France, donc on a affaire à des réactions diverses, on va dire. Et donc, je suis venu ici aujourd'hui surtout pour vous donner la parole. Parce que nombreux sont de nos concitoyens qui sont inquiets de vos propositions, 18 propositions, qui, parmi ces propositions, on va discuter aujourd'hui bien sûr, je trouve que sont des réactions normales. Je vous dirai au fur et à mesure. Hein. D'accord. Donc, on est aujourd'hui surtout pour vous donner la parole, pour nous parler pour comment l'idée elle est venue, pour bien sûr traiter ce sujet. Parce que vous savez, surtout dans votre camp, ils sont nombreux qui ont essayé bien sûr d'intégrer, on va dire, l'islam dans la République comme M. Sarkozy. Et que je ne vous cache pas qu'en 2003, j'étais présent au Bourget quand il a en fait un discours à la communauté musulmane de France. Il a dit beaucoup de choses importantes de ce jour-là et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours le même problème. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas ici en France? Pourquoi on revient toujours, on essaie et on n'arrive pas? Est-ce que c'est parce que déjà, il y a un problème de débat interne entre musulmans ou c'est la République qui refuse en fait d'intégrer dans ses seins les musulmans? Je pense qu'il y a un problème de boîte noire. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est en fait assez fracturée et où on ne rencontre pas tous les jours des citoyens musulmans. Quand je vais dans des associations à Carpentras, qui est une ville où il y a une forte population d'origine maghrébine et donc également pratiquante, on ne rencontre pas de jeunes. Et il y a d'autres associations où, au contraire, on peut avoir une très forte proportion. Les gens ne se mélangent pas. Donc, la difficulté, c'est que c'est à la fois un sujet distancié, c'est-à-dire que les gens discutent beaucoup. Vous avez évidemment tout ce qui se passe à la télévision. On a vu, je dirais, les actes de terrorisme. Donc, les gens s'entendent peur, disant cette religion, finalement, est-ce qu'elle peut, je dirais, se fondre dans la République? Et en même temps, ils ne rencontrent pas de musulmans avec lesquels ils pourraient en discuter. Voilà. Donc, il y a ce sujet-là, et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque je me suis posé la question de savoir quel était le sujet le plus complexe pour un homme politique, celui sur lequel j'avais le moins de positions fixes, voyant qu'Emmanuel Macron voulait justement réformer l'islam de France, je me suis dit, je vais m'occuper de ce sujet-là pour essayer de me faire une doctrine. Et évidemment, je l'ai fait de manière collective avec donc une dizaine d'experts qui étaient de droite, de gauche. Certains étaient musulmans, d'autres catholiques, d'autres juifs, d'autres protestants. De manière, parce que le sujet de l'islam ne peut pas être traité à part. En réalité, quand on revoit les règles de financement d'un culte, on le voit pour l'islam, mais du coup, ça va affecter demain le culte judaïque ou le culte catholique. Oui. C'est-à-dire, en fait, ce qui est, on va dire, pas dommage, mais vous avez attendu que, en fait, notre président, monsieur Emmanuel Macron, demande à monsieur Hakim El Karoui de faire vraiment un travail, il a fait un travail formidable, lui aussi, et en fait, vous êtes rentré dans la critique de ce travail. Non, le travail d'El Karoui... D'une certaine manière, vous avez dit que c'est de la poudre aux yeux ce que propose M. Macron. Où est-ce que j'ai dit ça? Dans votre livre, dans l'introduction, vous dites que, en fait, il fait semblant
Alors non, c'est pas ce que j'ai écrit. Ce que nous avons écrit dans le livre, c'est que l'un des axes principaux de la réflexion macronienne, Oui. qui est de vouloir une église unifiée, entre guillemets, musulmane, Oui. est une erreur. D'avoir une espèce de grand moufti de France, un islam de France, c'est une erreur conceptuelle. Et ensuite, c'est une erreur sans doute stratégique, parce qu'aujourd'hui, vous avez des courants au sein du monde musulman qui sont d'ailleurs pilotés par l'étranger, qui sont radicaux. Et donc, vous avez le risque un jour que votre grand moufti, en plus, il soit radical. Donc, nous, on est parti sur une approche totalement différente. Mais la raison pour laquelle nous avons fait ce livret n'était pas les conclusions d'Al-Karoui. On a vu d'ailleurs Al-Karoui, mais on avait aussi d'autres contributions. C'était de se dire, il y a beaucoup de gens qui proposent des choses, et nous, la droite, quelle est finalement notre position ? Finalement, depuis qu'on a créé le CFCM, qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui sur l'islam en France, l'islam de France ? Quelle est notre stratégie ? Et notamment, c'est un sujet, moi, qui m'interpelle dans une ville comme Carpentras, où j'ai peut-être 30% de la population qui est concernée, et où je dis, mais finalement, si je ne comprends pas leur sujet, si j'ai rien à leur dire, alors comment est-ce qu'on peut dialoguer ? Exactement. Alors, juste, je vous cite parce que là, j'étais très marqué par le discours de M. Sarkozy, comme je vous ai dit, en 2003. 2003, ça fait maintenant 15 années, même plus. Alors, écoutez bien ce qu'il avait dit ce jour-là. La religion musulmane ne doit pas être en France une religion à part. Je pense que c'est ça l'erreur de M. Aubert. Là, d'une certaine manière, il la considère comme une religion à part. Alors, et il dit, elle doit trouver la place qui est la sienne, comme les autres cultes, c'est-à-dire reconnue depuis longtemps, ni plus ni moins. Et il n'appartient pas, il ajoute, il n'appartient pas à la République d'arbitrer les débats internes. On dit exactement la même chose. Alors, avec un peu de différence, ce qu'on dit, c'est que, en réalité, la manière dont chaque religion s'est intégrée dans la République a été faite de manière singulière. C'est-à-dire que l'organisation, la relation avec le culte catholique n'a pas du tout été traitée de la même manière que la relation avec le culte judaïque. Ça s'est fait par des textes qui étaient propres. Ma conviction fondamentale, c'est que finalement, à chaque religion, je dirais, correspond à un grand texte. Donc, la loi de 1905, elle n'a pas été faite pour le culte musulman, elle a été faite pour le culte catholique. Ouais. Et donc, dire... Ça, vous l'avez dit plusieurs fois dans votre livre. J'utilise oui. la loi de 1905 comme patron pour comprendre le sujet de l'islam, c'est déjà, quelque part, se tromper, parce que la loi de 1905, elle a été faite, par exemple, pour une religion qui avait un clergé qui se mêlait de politique. Ce qui n'est pas le cas de l'islam, parce qu'il n'y a pas de clergé. Ça, c'est le premier point. Donc, du coup, je dirais la différence avec Nicolas Sarkozy, ce serait de dire, effectivement, elle ne doit pas être traitée comme une religion à part. D'ailleurs, le message de notre livre, c'est de dire que, c'est le cœur d'ailleurs, c'est le blanc, non, parce que c'est un livre tricolore, bleu, blanc, rouge. Oui. Le blanc, en fait, c'est de considérer que l'islam étant arrivé, s'étant développé après les autres, elle se retrouve dans une situation où finalement, on a gelé des règles à un moment T, et on dit, quand vous arrivez après, vous comprenez, on ne peut pas vous aider, on ne peut rien faire, il faut respecter les règles qui du coup profitent, je dirais, aux religions déjà installées. Et donc, l'un des messages de ce livre, c'est de dire, il ne faut pas non plus s'accrocher à des règles du passé si elles conduisent à ce que l'exercice du culte ne puisse pas être opéré de la même manière pour des musulmans ou pour des protestants. Hein, parce qu'en fait, c'est comme un marché, si je prenais une métaphore, c'est un peu comme un marché économique. Vous avez 2 entreprises ou 3 entreprises qui trustent le marché, vous avez un nouveau venu, vous dites, non, vous comprenez, les règles, elles ont été établies, et ces règles, finalement, elles protègent le duopole. C'est pas très honnête. Donc c'est ça, sur ça. Après, effectivement, et ça, c'est quelque chose que nous mettons à plusieurs reprises, nous n'avons pas à faire de théologie. Et ça, c'est un fil rouge de la réflexion, c'est que moi, je ne veux pas faire de théologie. Je ne suis pas là pour dire, toi, tu as raison, toi, tu as tort. Et donc, toutes les solutions que nous proposons sont des solutions qui se font de l'extérieur, en disant, moi, je regarde les effets extérieurs de vos débats, et ça, j'autorise, ça, je n'autorise pas. Exact. En tout cas, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Je vraiment reconnais un travail immense.
Mais il reste bien sûr quelques... Tout à l'heure, voilà. vous avez dit qu'il y a des choses qui vous ont choqué. Oui, Moi, ce qui alors voilà, m'intéressait, donc c'est de alors savoir voilà, ce qui vous a choqué. exactement. Donc en fait, vous avez demandé le respect des lois, ça je pense c'est important, et la formation adéquate des imams. Je ne vous cache pas que nous aussi, de notre côté, on aimerait bien qu'il y ait des imams compétents francophones. C'est ce que j'ai lu plusieurs fois. Mais attention, Oui. quand on parle de formation, Oui. on ne parle pas de formation théologique. Ce que nous proposons, ce n'est pas de former théologiquement les imams. Ça n'est pas à l'État de former les imams. En revanche, ce que nous Oui, mais proposons, alors quand vous dites l'université, alors quand vous... une faculté de théologie, Voilà. c'est-à-dire que ce que nous proposons, c'est plus... Parce que c'est d'obliger toute personne voulant exercer un poste d'imam Oui. à suivre une formation sur les valeurs de la République. Oui. Pour comprendre le contexte dans lequel ils vont demain prêcher. Et cette formation, plutôt que de la faire dans une université, c'est-à-dire avec peut-être demain des professeurs qui par définition n'aiment pas les religions, hein, on le fait dans une faculté de théologie où on estime que, a priori, l'environnement est quand même plus favorable. C'est-à-dire que les gens qui vont vous enseigner les valeurs de la République sont des gens qui comprennent je dirais, la délicatesse qu'il faut avoir par rapport aux choses religieuses. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'il ne faut pas aborder une certification républicaine comme une espèce de tentative, quelque part, de reprendre la main sur la théologie en faisant un enseignement anticlérical ou anti-religieux, mais bel et bien comme un maillon essentiel pour faire en sorte que ce qui est dit au sein d'un édifice religieux soit compatible avec la vie de tous les jours des citoyens musulmans. Oui, parfait. Ainsi, vous continuez, alors vous parlez par exemple, là, par exemple, comment traiter les coupables de terrorisme, les radicalisés. Non, parce qu'on est dans une troisième... Oui, oui, non, mais c'est important. Alors c'est pour ça que les idées, il y a beaucoup d'idées intéressantes. Vous dites qu'ils doivent subir un traitement de guerre, c'est-à-dire ils ne doivent pas être avec les prisonniers de délits mineurs ou majeurs. Donc il faut qu'il ait un traitement à part. Je pense que c'est une très bonne idée. Et vraiment, on la salue, celle-là. Et c'est ce qui est appliqué d'ailleurs. En fait, la difficulté aujourd'hui, oui. Vous êtes un djihadiste, vous intervenez en Syrie. Oui, on va vous appliquer le droit de la guerre. Oui. L'État français peut vous éliminer d'ailleurs physiquement. Oui. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de... Non. Sauf qu'à partir du moment où il revient sur le territoire national, il bascule dans un autre droit qui est fait, si vous voulez, pour punir un voleur, un violeur, un meurtrier, mais en oubliant totalement, je dirais quand même l'enjeu, qui est que c'est quelqu'un qui se bat contre son pays. Oui. Non, mais est-ce que vous avez remarqué que la plupart des terroristes, ils appartenaient à la voyoucratie, c'est-à-dire ils sont passés de la délinquance au radicalisme. Oui. Et ils sont passés pour la plupart par la case prison. Oui. Donc en fait, d'une certaine manière, là, le problème, il est avant. Voilà, parce que vous dites, d'accord, il faut qu'ils aient, après qu'on reconnaît le terrorisme, il faut qu'il y ait un traitement à part. Mais le problème, il arrive avant, c'est en amont. C'est pas en aval, c'est en amont. C'est-à-dire, il se passe quelque chose en prison. Oui. Alors là, par contre, vous n'avez rien proposé. Non. Voilà. Donc ça... Non, nous n'avons rien proposé. D'abord parce que, vous l'aurez bien compris, que le sujet, à la base, c'est l'islam. Et même si dans vos questions, tous les sujets sont mélangés, mais pour ceux qui écouteraient cette émission, en fait, ce qu'on dit, c'est quoi? Le sujet principal, c'est la religion. C'est l'exercice du culte. Là, il doit y avoir la même égalité avec les autres religions. Et puis ensuite, il y a le sujet dans l'islam, c'est que ça déborde sur deux pans. Un pan culturel, qui, parce que fondamentalement, il y a eu un mélange au cours de l'évolution de la civilisation islamique entre religion et culture dans le berceau arabo-musulman, ce qui fait que les gens importent leur culte, mais aussi importent des choses qui sont culturelles. Et puis, dans le champ politique, avec notamment le terrorisme, mais on pourrait dire aussi le djihadisme, et puis l'islamisme de manière générale, qui n'est pas forcément un islamisme terroriste. Bon. Et donc, effectivement, les effets de bord qu'on traite avec la culture ou le terrorisme, c'était, si vous voulez, moins important que le sujet principal. On ne voulait pas donner l'impression, parce que en réalité, le sujet que vous posez, ce n'est pas un sujet, la prison,
c'est pas un sujet d'islam. Je pourrais vous dire, c'est un Justice. sujet pénitentiaire, un Ouais. sujet de justice. Ma croyance fondamentale, c'est qu'il faudrait faire des prisons, construire des prisons, et ensuite que nous avons probablement un sujet, c'est comme ça d'ailleurs qu'est né Daesh, c'est que si on regroupe demain soit on les met à l'isolement, c'est compliqué quand vous avez un voyou, parce que vous ne pouvez pas mettre à l'isolement tous les voyous au prétexte que demain ils pourraient devenir radicaux, voilà, je dirais en rencontrant d'autres. Voilà. Donc en fait c'est un exercice, je dirais, aussi d'information au sein des réseaux pénitentiaires. Voilà. Alors on revient au sujet chaud, qui est vraiment compliqué, et je dirais vraiment dommage, hein, parce que le livret, vraiment, il est intéressant, mais je trouve qu'un sujet sur lequel peut-être vous allez pécher, c'est celui du voile. Parce que le voile, en fait, il est souvent, il faut le savoir, souvent instrumentalisé de part et d'autre. Ah. Et on dirait que vous êtes tombé aussi dans le piège. Ah, expliquez-moi pourquoi. Parce que déjà, vous généralisez, vous traitez tous les voiles d'une certaine manière, de la même manière, alors que, oui, on est d'accord, le voile intégral, là on ne peut pas reconnaître la personne pour la sécurité, oui, on est tous d'accord que le voile intégral... Mais le voile intégral, vous avez bien noté que Oui. on n'y touche pas. Enfin, nous, Oui. si vous voulez... Mais vous mettez tous les voiles sur le même degré On ne d'interdiction. parle pas du voile intégral dans ce document. Le voile intégral, on dit, il y a des règles qui existent, on continue de les appliquer. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les autres voiles. Oui. Le problème, c'est que là, quand vous mettez tous les voiles au même degré, là, vous risquez que personne n'adhérera à vos propositions. Je vous donne un exemple. Oui. Vous dites qu'on est sur le même degré. Le voile intégral aujourd'hui, la burqa, elle est interdite dans l'espace public. Oui. Dans ce livre, on ne propose pas d'interdire le port du voile dans... Vous avez parlé beaucoup Non. Oui. Dans l'espace public. Mais dans l'espace public, au contraire. On dit l'inverse. Ce que nous avons dit d'ailleurs, c'est là où je dirais, c'est pour ça qu'il faut bien lire le rapport. On ne parle pas du port du voile, justement. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que quand c'est le voile intégral, ce qui va être criminalisé, c'est le port du voile. Ce qui existe aujourd'hui. Et il est interdit sur la voie publique. Lorsqu'il s'agit des autres voiles, il ne faut pas criminaliser le port du voile. Oui. Et donc, si vous voulez, c'est là où je dirais l'interprétation qui en est faite est mauvaise, c'est que ce qu'on dit, nous, dans ce livre, c'est qu'en réalité, quand une personne porte le voile, je mets de côté, on parle bien, pas burqa, pas le voile intégral. Voilà. Première règle, nous, État, on n'a pas à dire, madame, vous portez le voile aux oreilles, là, etc. Ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Parce que là, vous faites de la théologie. Oui. Nous, rappelez-vous la règle initiale, on ne fait pas de théologie. Deuxièmement, vous avez des gens qui vont porter le voile pour des raisons différentes. Vous avez des gens qui vont le porter parce que c'est un acte militant politique, par, je dirais, contestation. Vous avez des gens qui vont le porter pour des raisons religieuses. Vous avez des gens qui vont le porter pour des raisons culturelles. Culturelles, exactement. Donc la difficulté, c'est que demain, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous, Oui. et c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Oui. Si je dis le port du voile, dans l'espace public ou ailleurs, est interdit, autorisé, etc. Alors dans ce cas-là, vous allez toucher des gens, dénoncer une quelconque règle de la République. D'accord ? Moi, ce que je ne veux pas, c'est m'attaquer à la dame qui porte le voile pour des raisons religieuses. Moi, ce que je ne veux pas, c'est m'attaquer à la dame qui porte le voile pour des raisons culturelles. Moi, ce que je veux, c'est m'attaquer aux gens qui portent le voile comme manifestation politique et qui troublent l'ordre public. Et pourquoi ils le font ? L'idée, c'est qu'en réalité, donc du coup, on ne sanctionne pas le port du voile, on sanctionne le refus d'ôter le voile. Voilà, alors c'est là, là j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Ça fait toute une différence. Alors, c'est-à-dire que du coup, on considère en fait que vous avez le droit de le porter pour des raisons qui vous animent, mais que si une autorité compétente, donc ça peut être X raisons, une police, pour une raison objective, c'est pas, c'est vous avez un trouble à l'ordre public, ça crée un problème. On dit, imaginons madame, vous rentrez dans cette école avec votre voile,
regardez, les mamans, ça commence à s'énerver, il y a des gens qui commencent à vous injurier. Là, il y a le proviseur qui vous dit, madame, votre voile pose problème, s'il vous plaît, enlevez-le. Ouais. Si Pour détendre l'atmosphère, on va dire. Oui, mais aussi pour votre propre protection. Oui. Si vous refusez de l'ôter, Mm. alors là, on considère qu'en réalité, vous dites, moi, la règle interne de l'école, je m'en Ouais, fiche. ouais. Je le porte pour des raisons qui sont supérieures. Et donc, quelque part, vous niez la République, parce que dans ce pays, la règle, c'est que votre religion ne doit pas prendre le pas sur les règles communes. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne doit sanctionner que le refus de l'ôter. Et donc, on considère que ça devient politique, donc la dernière partie, à partir du moment où vous dites non, que ça provoque un problème, que ça soit vu comme une provocation, je continue à le porter. L'entêtement, on va dire. Voilà, l'entêtement. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'on dit, c'est que dans l'espace public, la règle, et c'est pour ça que ça fait une différence avec la burqa, la règle c'est la liberté. Sur la voie publique, vous êtes capable de vous habiller comme vous voulez. Modulo, un policier qui jugerait que dans une situation particulière, eh bien votre voile pose un problème d'ordre public, on va vous demander de l'enlever. Bon. Ensuite, vous avez l'espace privé, vous êtes libre évidemment de le prendre. Et ensuite, vous avez l'espace intermédiaire, où nous disons que ça doit être interdit, la règle doit être l'interdiction, y compris dans les entreprises. Oui. Mais, c'est là aussi où il faut voir ce que nous proposons, sauf que le chef d'entreprise peut vous autoriser, la règle c'est l'interdiction, vous n'êtes pas censé l'avoir, mais il peut vous autoriser si en réalité il estime à son niveau que vous le portez, non pas pour provoquer le bazar dans l'entreprise, mais parce que vous y êtes attaché, parce que c'est une raison religieuse ou une raison culturelle. Simplement, et c'est là où se situe la jonction, si demain vous dites à votre, je sais pas moi, votre secrétaire, bah, bon écoutez, je vous connais depuis 15 ans, vous avez envie de porter le voile, allez-y. Oui. Et que le lendemain, les 3 dames de l'étage au-dessus, qui ne portaient pas le voile, disent, ah ben tiens, si elle a le voile, nous, on se met à porter le voile. Alors dans ce cas-là, vous n'êtes plus dans une situation où vous autorisez quelque chose à quelqu'un pour une raison, je dirais, parce qu'elle ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise. Vous êtes dans une logique où vous avez des gens qui veulent imposer une norme collective. Parce que le risque au bout, c'est que la dernière qui ne portera pas le voile, ensuite, on va dire, comment toi tu te comportes mal parce que tu n'as pas le voile. Et donc ça, il faut l'empêcher parce qu'il faut respecter, je dirais, le libre arbitre. Et donc, c'est pour ça que la règle, c'est l'interdiction, mais avec la possibilité pour, effectivement, le chef d'entreprise... En tout cas, oui, en tout cas, on est d'accord que c'est un sujet de discorde. Très compliqué. Oui, oui. Et la réaction, en fait, aux habitudes vestimentaires, elle créera toujours des réactions, malheureusement, même dans les pays musulmans. Donc, si on s'attaque à tout ce qui est vestimentaire, c'est ça ce qu'on craint aussi. Ça, il faut le tenir compte de ça. Parce que si, par exemple, demain, un pays arabe, il dira « Ah ben, nous aussi, on va interdire alors le décolleté. » Mais c'est fait déjà. Il y a des pays où... Oui. Il y a des pays où quand vous avez le mais alors, si on fait la concurrence avec ces pays... alors, la difficulté, c'est que à Rome, fait comme les Romains. Il faut quand même voir que la très très grande majorité des Français qui ne sont pas musulmans considèrent que le port du voile n'est culturellement pas compatible avec ce pays. Ça, c'est, je dirais, l'opinion dominante. Et pourquoi, en fait, par exemple, le Royaume-Uni, est-ce qu'on a honte de notre histoire ici en France? Mais ça n'a rien à voir. Parce que le Royaume-Uni, par exemple, là, vous savez, en Angleterre, j'y étais plusieurs fois, et ça pose pas problème. Pourquoi chez nous, ça pose? Parce que nous sommes dans un pays qui est en fait un État-nation. Contrairement d'ailleurs à la Grande-Bretagne, qui est un État plurinational. La Grande-Bretagne n'est pas un État-nation. Vous avez les Anglais, vous avez les Gallois, c'est pour ça qu'on parle de la Grande-Bretagne. Oui, la Grande-Bretagne. Donc, la France est un État-nation. Et la logique de la République dans ce pays, ça a toujours été de considérer qu'on doit uniformiser et que vous devez vous assimiler. Vous devez vous assimiler. On est un pays où il y a toujours eu des vagues d'immigration, et les gens faisaient leur possible pour, je dirais, disparaître, devenir des Français. Donc, c'était les Espagnols qui changeaient de nom, c'était les Polonais, c'était les Italiens. Et la grande particularité, c'est pourquoi est-ce que le voile coince? Parce qu'il est la manifestation pour ceux qui ont fait des efforts. D'ailleurs, les plus virulents sont souvent ceux qui sont les descendants de la précédente génération d'immigrés, qui
qui ont fait des énormes efforts, Oui. et qui disent nous avons fait des efforts pour nous intégrer, ils Oui. portent un voile, ils ne s'intègrent pas. Oui. Donc, c'est là, si vous voulez, ma position pour moi est Oui. modérée, Oui. c'est que je dis il faut comprendre les gens qui le portent par religion, par, je dirais, par culture, mais il faut que, pour les protéger eux-mêmes et les aider à s'intégrer, qu'ils comprennent à un moment donné que si, pour leur propre bien, on leur demande de l'ôter, s'ils refusent, alors là, oui, eh ben, de facto, ils vont avoir un problème avec la société, ils vont avoir un problème avec, je dirais, les règles de l'État, puisque par définition, vous pouvez être sanctionné. Ouais. Et je crois véritablement, vous savez, moi, les gens, quand je discute avec mes électeurs, assez curieusement, c'est pas la mosquée qui est le plus contesté. Les Français comprennent, ça les embête parce que c'est pas, on est un pays d'église, on n'est pas un pays de mosquée. Donc, quand on construit une mosquée, c'est hétérogène pour eux. Souvent, c'est extérieur, c'est pas du cru. Bon. Mais ils comprennent parce qu'ils respectent la liberté de croyance. Ouais. En revanche, la principale chose qui les hérisse, c'est qu'on puisse s'habiller différemment, je dirais, de la mode. Alors, il y a le voile, mais ne croyez pas que le voile soit la seule chose. Je prends un autre exemple, la djellaba. Oui. Oui. La djellaba, vous posez la question aux gens, ils font pas. C'est là où on est sur la culture et pas de la religion. Ouais. La djellaba, c'est pas du tout religieux. Mais c'est là, en fait, c'est un peu votre rôle aussi, parce qu'il faut, il faut faire de la pédagogie avec tout le monde, mais pas que, on va dire, pas qu'une population. Parce que là, il y a un climat de haine qui peut être créé. Pourquoi un climat de haine ? C'est quand vous faites, en fait, quand on traite des sujets comme ça, il y a un rejet de l'autre. Non, parce que quand vous arrivez dans un pays, que vous soyez français ou pas d'ailleurs, que vous soyez de la première génération ou de la deuxième génération, et que vous ne comprenez pas qu'il y a des éléments qui peuvent vous aider à vous faire accepter, à trouver du travail. En fait, il y a d'autres priorités, on va dire. Mais la priorité aujourd'hui, c'est justement de comprendre. Vous savez, demain, vous rentrez dans n'importe quel club ou dans une école, et on vous explique que, je sais pas moi, dans cette école, tout le monde porte l'uniforme. Et vous refusez de porter l'uniforme. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous accueillent. Vous comprenez ? Oui. Parce que vous aurez contre vous les gens qui croient que l'uniforme c'est bien, et vous aurez contre vous les gens qui n'aimaient pas l'uniforme, mais qui se sont pliés à la règle pour se faire intégrer, et qui vous en voudront d'autant plus que vous ne vous intégrez pas. Ouais. Donc à un moment donné, on ne peut pas rejeter le problème de l'intégration, et c'est d'ailleurs un des sujets, c'est que dès qu'on parle de ce sujet-là, vous avez beaucoup de musulmans qui le prennent comme une agression. Mais il faut comprendre quand même qu'à un moment donné, si on n'établit pas les règles qui vous permettent d'être acceptés, si vous les rejetez, si quand on vous le dit, vous refusez de l'entendre, demain, le risque, c'est que les gens modérés comme moi ne soient plus là, et que vous ayez des gens qui disent on va passer à la manière forte. Moi, si vous voulez, c'est parce que je veux éviter d'aller vers un climat d'affrontement que je recommande des solutions de sagesse. À un moment donné, chacun doit sous-peser sa liberté individuelle avec la nécessité d'être intégré. Vous comprenez ? C'est-à-dire que vous voulez absolument porter un voile, et un policier vous demande de l'enlever, vous dites non, je le garde. Ne vous attendez pas à être bien vu. Mais il n'y a pas que le voile. Un burkini. Ou, je dirais, imaginez, vous allez dans un autre pays et vous bronzez seins nus. Vous le dites dans le livret, c'est-à-dire on ne peut pas sacrifier la liberté ou la vie dans la société par en fait les libertés individuelles. C'est-à-dire si on laisse des libertés individuelles peuvent nuire en fait à la vie en société. C'est en fait l'un des grands, enfin c'est une des lignes aussi du rapport, c'est que les musulmans n'ont pas de chance. C'est-à-dire que les autres vagues d'immigrés, alors d'abord ce que je viens de dire est faux. Parce qu'en fait, on parle ici d'une religion, mais on sait que cette religion est largement pratiquée, ou en tout cas qu'elle a été héritée de gens issus d'immigration. Puis ensuite, qui est devenue donc une religion nationale, puisqu'elle est présente et faite par des Français. Mais quand on parle d'intégration, je dis, il y a le sujet de la culture. Les précédentes religions, les précédents sujets culturels, arrivaient dans une société extrêmement harmonisée, organisée, qui faisait toujours primer la norme collective sur les libertés de chacun.
Prenez par exemple au début du siècle, je vais prendre un autre exemple, les patois locaux. Oui. Eh bien, on obligeait les gamins dans l'école, on leur tapait sur les doigts quand ils parlaient local. Hein, les patois, vous étiez Oui. sanctionnés. Oui. Les écoles faisaient Oui. la chasse à l'emploi de patois locaux. Parce Oui. que l'important, c'était pas votre liberté locale, c'était bel et bien le fait qu'il fallait parler français. D'accord ? Oui. Nous arrivons sur un sujet où la société elle-même est en voie d'éclatement. Parce que vous avez un phénomène consubstantiel je dirais, de l'état de droit, Oui. c'est qu'on multiplie je dirais, la liberté et à l'infini. Oui. Donc, imaginons une cantine scolaire. Vous avez la maman qui dit, moi, je suis contre la viande. Oui. Vous avez la deuxième maman qui dit, moi, chez moi, on mange végan. La troisième qui dit, moi, chez moi, on mange sans gluten. Alors, la société aujourd'hui vous dit, ah ben madame, c'est très bien, on vous respecte, vous ne mangez pas de viande, on fait un menu sans viande. Sans gluten, on fait un menu sans gluten. Vous êtes végétalien, on va faire un menu végétarien. Et après, vous avez le petit musulman qui arrive, il dit, moi, je ne mange pas de porc. Ah bien, mais attendez, mais là, c'est la loi de 1905, on n'a pas le droit, hein. C'est porc pour tout le monde. Comment voulez-vous expliquer que pour celui qui mange végétalien, on va lui faire le menu, et pour celui qui mange sans porc, on va lui dire, tu manges du porc. Il est là le problème. Et donc, effectivement, ça, c'est pas la faute du tout, c'est la faute de notre société qui est en déficit d'assimilation parce qu'elle a laissé trop prospérer. Et donc, moi, ce que je dis, c'est pas valable seulement pour les petits musulmans. Hein. Vous voulez dire qu'il y a eu beaucoup de laxisme auparavant C'est-à-dire que on est à l'ère de l'individu roi. Oui. Et les gens considèrent qu'on doit adapter à leur mode de vie la structure collective. Et moi, ce que je dis, c'est que quand on est dans une nation, quand il y a des règles collectives, à un moment donné, c'est à vous de vous adapter. Oui. Et c'est pas une haine vis-à-vis d'une quelconque religion. Oui. Hein, c'est que moi, vous êtes végétalien. J'ai bien sûr vous n'êtes pas compris obligé ce d'aller à la message. cantine. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la cantine. Si vous n'aimez pas la nourriture de la cantine, on ne va pas commencer à faire un menu par enfant. Alors après, pour autant, si vous voulez, sur le sujet de la viande et notamment du porc, moi je suis, si vous voulez, pour un menu sans viande à côté, justement, pour permettre, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'être rigoureux, si vous voulez. Oui. Enfin, je dirais, à un moment donné, il faut permettre aussi que les gens on dira quelques mots par rapport, parce que vous avez fait des propositions par rapport à la langue arabe. Ça aussi, c'était un sujet un peu chaud de votre livre. Mais par contre, ce qu'il faut savoir que la tolérance, déjà, elle commence par la compréhension de l'autre. Est-ce que vous avez vu la vraie tolérance? Oui. Dans le livret, vous avez la définition de la tolérance. Oui. Terme qu'on utilise souvent. Oui. La tolérance, ça n'est pas, je dirais, l'acceptation des valeurs de l'autre. Oui, c'est avant, il faut qu'il y ait du respect avant le compromis. Ça n'est pas l'attentisme, ce n'est pas une indifférence, la tolérance. Oui. La tolérance, je peux être violemment contre ce que vous êtes, mais je me fais violence à moi pour vous permettre d'exercer, même si je vais vous combattre ensuite. D'exister, ouais. Mais c'est ça la vraie tolérance. Oui. Et donc, il ne faut pas tomber, si vous voulez, dans une société d'indifférence où on dit la tolérance et chacun fait comme il veut. Non, le vivre ensemble. Alors, et pour ça, je dis, le vivre ensemble, il ne se construit pas par le refus de la différence. Ah, ça c'est un vaste sujet. Le vivre ensemble, pour moi, même si j'aime pas ce terme, il se fait par la recherche de points communs. Et plutôt de valoriser systématiquement sa différence, et c'est pas un sujet seulement sur l'islam, parce que quand on parle du sujet culturel, on est dans le sujet culturel, il se trouve que je le traite parce que l'islam est concerné, mais en fait, c'est beaucoup plus large que le sujet de l'islam. C'est valable pour, je dirais, l'immigration, c'est valable pour les gens qui ont truc. C'est qu'à un moment donné, ce qui nous rassemble, c'est que nous sommes français. Oui. Et la France, c'est quoi? C'est pas seulement une idée, c'est une culture, c'est un mode de vie, c'est une langue. Que si on ne protège pas ces instruments-là, si demain, on le sent beaucoup, vous êtes très protectionniste. C'est pas le protectionnisme, c'est économique. C'est pas le protectionnisme. C'est comprendre que la seule tribu qui a légitimité dans la République, c'est la nation. Mais c'est une qualité, c'est pas un défaut. C'est elle qui fonde votre citoyenneté. Pourquoi vous êtes français? Parce que vous appartenez à la nation française. Et si vous dites, mes autres identités valent aussi bien que l'identité française, alors vous vous perdez en chemin. Parce que demain, il n'y a plus rien qui vous relie à votre voisin. Si vous dites, moi je suis marseillais avant d'être français, provençal, breton, moi je suis musulman, catholique ou protestant,
moi je suis végétalien, moi je suis de droite ou de gauche, Oui. eh bien, en fait, vous ne mettez en avant que les choses qui vous divisent. La chose qui nous rassemble tous les deux, c'est qu'on est tous les deux français. Enfin, vous êtes français ou marocain? Oui, bien sûr. Non, non, français. Parce que ça Je s'appelle suis les Marocains. fonctionnaire de l'État Bon. français. Eh ben donc, la chose qui nous Ouais. réunit, Oui. c'est qu'on est français. Oui. C'est un amour de la France. Oui. Et donc, ça veut dire à un moment donné qu'il faut agir comme un Français, penser comme un Français, et comprendre que Ouais. vous êtes redevable vis-à-vis de vos enfants, vous allez leur léguer une culture française que ni vous ni moi d'ailleurs n'avons créée. On en a hérité de plus ou moins longue date, mais c'est un tel trésor que si nous on dit ce trésor on le met par-dessous, on n'est pas à la hauteur de nos aïeux. Juste, je voudrais bien qu'on traite, comme je vous ai dit, le sujet de la langue arabe. Alors, on sent dans votre livre qu'il y a une allergie à la langue arabe. Alors, vous allez, voilà. Donc, déjà, en fait, parce que Monsieur Hakim El Karoui, il a fait des propositions. Et moi, que j'ai trouvé que vraiment très intéressantes. Et je me bats d'une certaine manière pour ce qu'il a proposé. C'est qu'on ne laisse pas la langue arabe entre les mains des mosquées. Qu'est-ce que je propose sur la langue arabe? Eh ben, en fait, vous ne voulez pas qu'elle soit considérée comme les autres langues dans le système scolaire. C'est faux, on est exactement l'inverse. Ah ben, c'est pas ce que j'ai pas compris. On écrit exactement l'inverse. Ouais. On dit... Oui. Mais c'est ce qu'il a proposé à Kim El-Karoui. Ce que nous écrivons... Parce que Oui. vous voyez, vous dites, je sens une allergie. Mais il faut être d'accord, parce que les gens ne vont pas forcément lire le rapport. Ce que nous disons, Oui. c'est qu'il n'y a aucune raison Oui. pour que l'arabe dispose d'un statut particulier. Oui. Et donc, l'arabe doit être traité comme n'importe quelle langue vivante Oui. et intégré comme n'importe quelle langue vivante. Eh ben, c'est exactement... Mais c'est ce que nous avons proposé. Pourquoi c'est une allergie? Oui. Par contre, ce que nous avons dit, c'est qu'en France, la langue de la République, c'est le français, et que donc, on n'a pas à prêcher en arabe. On prêche en français. Ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, Oui. les textes sacrés, quand ils ont été écrits en arabe, Oui. il faut les lire en arabe. Oui. Si c'est comme, si vous voulez, moi je prends l'exemple catholique, le texte il est en latin, Oui. vous lisez en latin. Oui. Par contre, vous n'êtes pas obligé de prêcher en latin. Ouais. Alors, juste par rapport en fait, aux prêches et tout, et aux imams, vous dites, il faut couper le cordon avec les ambassades, on va dire, Oui. des pays étrangers. Et vous avez en fait la réunion que vous avez organisée au mois de décembre, oui. Vous avez invité, par exemple, M. Khalid Belkadir. Belkadir, Oui. ouais. Qui est en fait le représentant du CRCM, qui est ici à Carpentras même. Il faut savoir que lui, il est lié au consulat marocain. Donc, d'une certaine manière, vous faites, mais faites pas ce que vous dites. Je vais vous répondre à ça. Oui. Dans le livret sur l'islam, Oui. nous disons qu'il faut fermer le CFCM. Oui, en fait, le dissoudre d'une certaine manière. Voilà. Et pourtant... Mais c'est la seule autorité pour le moment. Et pourtant, Oui. Oui. J'ai invité Oui. Khalid, oui. le représentant du CFCM. Oui. Donc, Oui. vous voyez bien que ça n'est pas parce que vous tenez une idée Oui. qu'il ne faut pas inviter les gens Oui. qui ne pensent pas comme vous. C'est-à-dire, qui de mieux que M. Belkadir peut argumenter contre une proposition? Si j'invite quelqu'un qui est contre le CFCM et contre l'émission du Maroc ou de l'Algérie, il vient me dire que ce que je dis est très bien, mais moi ça ne m'intéresse pas quand je fais un débat. Moi ce qui m'intéresse, c'est que ce soit évidemment les gens qui ne pensent pas comme moi. Et donc c'est pour ça que M. Belkadir, de ce point de vue-là, était légitime. La raison pour laquelle nous proposons ça, c'est qu'à un moment donné, la communauté... Ce monsieur, il refuse de communiquer avec les musulmans déjà. Alors, c'est ça ce qui me dérange, moi, dans la présence de ce monsieur. Il y a un problème de communication avec cette personne. Oui, mais attendez, moi je suis pas là pour régler... Moi, vous savez, je ne rentre pas dans les affaires internes. Oui. Pour moi, il y a un représentant régional du CFCM. Oui, oui. Shafiq, le représentant régional du CFCM. En plus, il est de Carpentras. Oui. Voilà, c'est ça. Deuxièmement, je voulais un imam. Il me dit, je connais un imam. Oui. Mais j'ai essayé de trouver un autre imam. Bon, j'en ai pas trouvé. Vous avez pioché à côté, en fait. Personne n'a voulu. Non. Moi, je vais vous dire, au début, je voulais inviter quelqu'un qui soit plutôt un imam, comment dire, très radical. Vous voyez, voilà, pour débattre, mais impossible. J'ai pas trouvé. Oui. Mais par exemple, j'ai auditionné les frères musulmans à Paris.
Donc, vous voyez, donc je veux dire, enfin, les frères musulmans, désormais, ça s'appelle pas les musulmans de France. Oui. Bon, donc, simplement, à un moment donné, vous êtes bien obligé de trouver des interlocuteurs. Alors, vous connaissez sans doute mieux que moi le sujet. Oui. Moi, je ne sais pas à qui vous êtes lié, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Oui, oui. Mais voilà, peut-être que quelqu'un me dira demain, vous avez accepté de donner une interview à ce monsieur, mais ce que vous ne savez pas, c'est Oui. qu'il est financé par les services secrets algériens. Moi, je ne sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je veux dire, Ouais. lui, Ouais. il est comptable de ses paroles. Et puis, bah, voilà. Après, c'est vrai que c'est compliqué de faire un débat sur l'islam. Pourquoi? Parce que les gens qui sont, entre guillemets, dans ou autour de cette religion n'aiment pas en débattre entre eux et qu'ils n'aiment pas non plus avoir des positions trop clivantes. Ouais. Par exemple, lors du débat, personne n'a critiqué mes propositions. Alors que moi, vous m'avez dit, j'aurais peut-être dû vous inviter, vous. Oui, Moi, oui. ça m'aurait intéressé. Oui. C'est ça que je veux, si vous voulez. Parce Oui. que le dialogue, il passe par là. Exactement. Plutôt que de se faire insulter sur Facebook. Et c'est ce qu'on salue chez vous. Exactement. Alors, en fait, j'aimerais bien, je vais pas vous retenir plus. Simplement, comme je vous ai dit, j'aimerais bien qu'un jour vous accepteriez d'être parmi nous en direct sur la web radio Oui. et débattre avec tous les auditeurs, puisque notre page elle a presque 7000 maintenant abonnés. Et surtout, l'avenir, comment vous le voyez? Là, vous avez fait des propositions et vous n'êtes pas le premier ni le dernier. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? Moi, je pense que non, la manière dont Emmanuel Macron prend le sujet, alors, elle est stratégique dans le sens où il s'attaque au sujet du financement et de la formation. Ce qui manque, pour moi, c'est une vision de ce que doit être l'islam dans ce pays. Notre vision, nous l'avons donnée, elle ne se limite pas au financement ou à la formation. Nous, ce que nous disons, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre la religion telle qu'elle est. Il n'y a pas un islam, il y en a plusieurs. Ça, on l'a compris. Et donc, il faut une organisation où chaque mosquée a sa propre autonomie, a sa propre responsabilité, et où, oui, la mosquée de Carpentras dira peut-être quelque chose, et puis la mosquée d'Avignon sera différente. C'est comme ça. C'est Oui. pas le catholicisme. Exactement. Bon. Moi, c'est ce que j'ai compris, si vous voulez. Mais je trouve qu'il manque cette vision. Il y a cette volonté chez Emmanuel Macron de dire je vais quand même plaquer un autre type d'organisation. Vous ne ferez pas de l'islam, l'Église catholique, c'est pas possible. Impossible, oui. Ensuite, sur le débat, la difficulté, vous voyez, c'est que les gens vous abordent avec des caricatures. Oui. Ce livret, moi, quand je l'ai fait... Il est impossible de faire une unanimité. Non, mais- Oui, non, mais on n'est pas aidé non plus par les médias. J'avais écrit un Oui. article là-dessus. Oui. Ce livret, donc, 9 mois de travail, des auditions, avec des responsables musulmans, des responsables... Bon, il a été écrit, relu par une cinquantaine de personnes, Oui. y compris des musulmans. Oui. La presse, une personne le lit, il dit déjà sur l'immigration, qui n'est pas le sujet. Le titre, c'est « Des propositions choc sur l'immigration Oui. ». Dedans, on explique que je veux interdire le vol mineur, ce qui est faux. Ensuite, je lis que je veux obliger les Français à changer leur nom, Mais, leur prénom, ouais. ce qui est faux. Oui, oui. Et ensuite, j'ai des Ouais. gens qui n'ont pas lu le rapport, Oui. qui, sur la foi du premier article, écrivent d'autres articles qui sont encore plus faux. Et ensuite, j'ai des gens qui viennent m'insulter. Oui, oui. Donc, moi, j'aime bien venir Oui. sur une... Mais vous-même, regardez, vous m'avez posé des questions, et quand je vous ai dit, vous me dites, vous avez une allergie à l'arabe, Oui. et je vous dis, mais non, mais je peux vous Oui. trouver la phrase, parce que j'ai Oui. rédigé, hein. Oui. Je peux vous trouver la phrase où c'est Oui. marqué noir sur blanc. Oui. Ce que je veux dire, c'est que moi, je veux bien venir débattre avec les gens, mais il faut comprendre qu'il faut arrêter de prendre pour des caricatures. Oui. C'est pas parce qu'on est un homme de droite... Non, 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 pas du Non, mais tout, pas du je tout. le dis pour les gens qui nous regardent. Ouais. C'est pas parce qu'on est un homme de droite Ouais. qu'on n'aime pas les musulmans. Ouais. En plus, personnellement, moi, toute ma belle famille est musulmane, donc si vous voulez, ça me fait rire. Ouais. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on écrit un livre sur l'islam qu'on veut draguer le Front National. En l'occurrence, ce livre, il est très équilibré pour moi, c'est-à-dire qu'il dit aux musulmans, vous avez exactement les mêmes droits que n'importe quel citoyen pour exercer votre religion, il faut tout faire pour que vous puissiez la faire. En revanche, en matière culturelle, il faut prôner l'assimilation, et en matière politique, Oui. il est hors de question de faire l'islamisme. C'est ça le message. Exact. Voilà. Donc moi, après, je veux bien débattre. Maintenant, Bien sûr. Juste une je ne petite débattrai pas avec des gens qui l'ont pas lu, et Exact. qui disent, Ouais. qui vont m'insulter pour Ouais. des choses que je n'ai pas écrites. Non, mais moi, si ça vous dérange pas, je le mettrai en ligne sur la page. Oui, mais Voilà. il faut que... Voilà. Après, Mm. je suis conscient Oui.
qu'il y a des propositions qui sont clivantes et qu'on ne peut Oui. pas être d'accord. Oui. Mais parce que moi, mon courant de pensée, Oui. c'est un courant de pensée qui considère que la nation prime sur tout. Exactement. Non, mais en plus, avec le monsieur Laurent Giraud de la Provence, vous avez bien précisé, il y a une phrase qui était vraiment qui est marquante, c'est que vous avez dit que le culte, c'est pas la culture. Oui. Ah, voilà. Donc c'est pas mal comme. Il faut distinguer. Voilà, il faut distinguer les deux. Faut distinguer. Exactement. Et par contre, il y a une autre erreur sur le livret, c'est que vous mettez en fait le doigt sur l'islamo-gauchisme. Oui. Alors, là, je pense que vous vous trompez. Ah, non. Parce que vraiment, hein, et j'ai dépassé la cinquantaine, donc je sais de quoi je parle, on sent que la droite, elle est plus tolérante au niveau religion que la gauche. Oui. Donc, et vous accusez en fait la gauche d'être complice avec l'islamisme. Pas exactement ça. Ouais. Si je peux m'exprimer. La droite est effectivement plus tolérante avec la religion, Oui. parce que la droite, historiquement dans ce pays, elle était du côté des catholiques. Oui. Et donc, c'est la gauche qui a imposé La laïcité, la voilà. laïcité. Donc, la laïcité, à la base, c'est Ouais. pas un concept de droite. Oui, exactement. Donc, effectivement, nous sommes attachés plutôt à la liberté religieuse. Oui. Ensuite, il y a à gauche plusieurs gauches, Oui. dont une qui, en réalité, va jusqu'à prôner le racisme anti-blanc au nom de la défense des minorités. Ouais, et Et vous qui donc- citez Ouria Boutelja, oui. Voilà. Et qui donc finit par, c'est ce que nous Des appelons indigènes de la l'islamo-gauchisme, République, oui. c'est-à-dire des gens qui en finissent par être tolérants avec les adversaires de la France, Oui. parce qu'ils les voient comme des chevaliers blancs, Mhm. etc. C'est des ennemis internes, d'une Oui. certaine manière. Et Oui. donc, moi, je ne dis pas que tous les gens de gauche, Oui, si vous voulez, oui, oui. simplement, je dis qu'il y a Tel, une frange oui, oui. de la gauche qui s'appelle l'islamo-gauchisme. Vous appelez même à dissoudre les Oui. indigènes de la République. Oui, le Parti des indigènes de la République. Oui. Quand je vois, si vous voulez, des réunions Oui. interdites aux blancs, Oui. enfin, imaginez Ouais. si C'est- les républicains disaient nous faisons une réunion interdite aux Maghrébins. Ouais, ouais. Enfin, il y aurait un tollé, les gens diraient Oui. qu'est-ce Il y a que des c'est que ça lignes rouges, oui. Mais exact, évidemment. oui. Je veux dire, le racisme, ça marche dans les deux sens. Il y a pas, vous savez, moi j'ai vécu aux États-Unis. Ouais. Je peux vous dire que les blancs sont très racistes, mais les noirs sont très Ouais. racistes avec les blancs. Ouais. Donc, il ne faut pas, si vous voulez, idéaliser. Ouais. Le racisme, ça se combat sur tous les fronts. Mais simplement, on ne doit pas. Parce que fondamentalement, par rapport à mon positionnement, qui est de dire c'est la nation qui prime, les indigènes de la République ne sont pas des républicains. Eux, ce qu'ils prônent, c'est une La haine. république de minorité et de communauté. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils poussent les feux en disant vous avez le droit d'être très singulier, très différent, et vous avez vos règles à part. Mais si tout le monde a ses règles à part, expliquez-moi demain ce qui va créer ce fameux vivre ensemble. Exactement. D'ailleurs, je vais vous dire, on n'a jamais autant insisté sur la tolérance, etc. Oui, oui. Regardez le nombre d'attentats, d'actes antisémites, d'homophobie, de commentaires racistes. Oui, oui. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de faire l'autruche. Oui. Nous sommes dans une On société va pas se où voiler plus la on face. met les sujets sous le truc, plus les gens deviennent effectivement agressifs. En tout cas, c'est ça ce qu'on aime chez vous, c'est cette transparence. Et vraiment, je suis vraiment content d'être en face de vous. On a pu discuter librement et ouvertement. Et j'espère qu'on le fera. Bah, très bien, avec plaisir. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur. Ouria.